Bonjour à tous, donc je me présente Jean-Luc Dutheil, donc je suis fédérateur pour le compte fédérateur industrie pour le compte de CIM et dédié plus particulièrement à la région Isère et au bassin grenoblois. Donc pour simplement vous rappeler un petit peu le pôle CIM, donc nous sommes un pôle, on s'appelait à une époque Viameca, donc vous nous avez peut-être connus sous ce nom-là. Donc on a changé de nom en 2018, mais notre vocation reste la même, hein, c'est travailler sur la performance industrielle et notre cœur de métier qui est le développement de projets collectifs d'innovation. Sachant qu'effectivement dans ce cadre-là, l'aspect, ce qu'on appelait nous Green Manufacturing, qui est en fait une déclinaison du Green Deal, hein, qui est le projet européen, nous amène à avoir une réflexion effectivement maintenant sur les problématiques liées à l'intégration de ces composantes environnementales et faire en sorte que je dirais, les entreprises obtiennent des bonnes pratiques, sachant que ce qu'on remarque maintenant sur les différents appels à projets qui nous sont proposés par la région au niveau national ou au niveau européen, l'aspect environnemental fait partie intégrante des appels à projets. C'est-à-dire tout projet que labellise CIM doit faire apparaître une composante environnementale aussi bien sur des aspects éthiques, aussi bien sur les aspects de localisation de production. Les projets, on a une part très importante maintenant qui est dédiée à cette partie-là, sur la labellisation des projets. Et donc dans ce cadre-là, on souhaitait partager avec nos partenaires le CETIM, et notamment donc Séverine, ces approches, notamment liées à l'analyse du cycle de vie du produit, qui nous semble important, puisque on va prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur de développement d'un produit ou voire d'un process. Et le CETIM propose un ensemble d'outils concrets que Séverine va vous développer et vous présenter à partir de maintenant. Je te laisse la parole. Merci Séverine. Merci. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est donc Séverine Comte, je suis ingénieure en éco-conception au CETIM et je traite plusieurs thématiques dont la formation d'industriels, l'accompagnement, tout ça dans le thème de l'éco-conception. Et on fait en ce moment beaucoup de projets de R&D justement dans ce domaine-là. Donc on essaye de trouver les outils les plus simples possibles. C'est pas toujours facile de tout simplifier pour aider les industriels à prendre en compte cette dimension-là qui devient quand même assez importante un peu partout. Je vous présente le CETIM juste très rapidement. Le CETIM, c'est un centre technique, le centre technique des industries de la mécanique que vous connaissez peut-être déjà. L'idée, c'est juste qu'on a une partie de ressources collectives, donc des industriels qui payent une cotisation pour qu'on puisse leur fournir des actions mutualisées, donc de la R&D, de l'accompagnement des PME de manière générale, et puis faire de l'appui aux métiers mécaniciens, donc de manière très globale. Et puis on va avoir vraiment une partie de ressources propres, comme toutes les entreprises, où là on va faire de l'innovation, de l'expertise, du conseil, de la formation, etc. Je vous affiche juste cette slide pour vous montrer un peu nos domaines de compétences qui sont très divers et variés. Moi, j'agis vraiment dans la partie performance industrielle et durable, donc là où on a la partie éco-conception, mais aussi efficacité énergétique, etc. Mais voilà, donc on peut retrouver vraiment plein de compétences et de domaines différents, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on monte des projets, on arrive à regrouper un peu nos compétences quand elles sont pertinentes. Voilà. Et donc, dans l'éco-conception, dans la partie environnementale, en fait, on peut se greffer à un petit peu tous les projets parce que dès qu'on veut y apporter cette touche, on peut avoir des choses à proposer. Et donc, pour le thème d'aujourd'hui, on voulait vous parler un petit peu d'éco-conception et des outils d'analyse de cycle de vie. Donc, analyse de cycle de vie, ACV, je vais vous en parler pas mal. L'idée aujourd'hui, c'est d'un petit peu essayer de vulgariser ça parce que c'est pas forcément évident de comprendre, on en parle de plus en plus, mais c'est un peu du chinois parfois. Donc je vais me vouloir très pratico-pratique, en tout cas le plus possible. J'aurais pu vous présenter d'un côté la démarche d'éco-conception et de l'autre les outils d'analyse de cycle de vie, parce qu'ils ne sont pas forcément interdépendants l'un avec l'autre. Mais j'ai choisi plutôt de les regrouper, en tout cas de vous parler de comment on utilise les outils d'ACV dans l'éco-conception. Parce que ça nous permet d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire si on fait juste de l'éco-conception sans ces outils-là, et puis de le rendre un petit peu aussi plus concret, parce que c'est des notions des fois qui sont un peu vagues. Donc tout d'abord, vu que ce n'est pas trop la thématique du salon de manière générale, j'ai repris quelques
quelques bases, mais c'est surtout pourquoi on fait de l'éco-conception. Je ne sais pas si vous êtes tous très familiers avec ce mot. Il y en a beaucoup qui me disent éco-conception, éco-construction, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Donc là, c'est vraiment conception, donc c'est-à-dire que c'est appliqué à des produits ou des services. Et l'idée, c'est de vous aider à reconcevoir vos produits de manière moins impactante sur l'environnement. Donc l'objectif, on est d'accord, c'est de vous présenter et puis de voir un petit peu quelles sont les méthodes et les outils que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours au niveau industriel. Les enjeux, c'est assez, ils sont déterminants et puis ils sont grandissants. D'abord, d'anticiper et de répondre à une réglementation qui est de plus en plus contraignante et ça va venir, donc il faut vraiment se préparer parce que sinon ça va piquer un petit peu. De répondre aux attentes de vos clients, de vos marchés, parce que je pense, je ne sais pas si parmi les gens présents ici, vous avez déjà eu beaucoup de demandes ou de questionnements de vos clients sur ces thématiques-là, mais du coup c'est pareil, c'est un petit peu préparer son argumentaire à ce niveau-là. D'innover, de vous différencier sur vos produits parce que ça apporte un nouveau prisme, un nouvel angle d'attaque, un petit peu pour essayer d'imaginer de nouvelles choses. Et de traiter également l'enjeu sur les ressources. Je pense aussi que vous êtes peut-être, certains d'entre vous, déjà un petit peu confrontés à ce genre de problématiques parce qu'on voit que les matières premières, les terres rares, l'énergie, tout ça, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc il faut voir comment ça va évoluer. Et ce qui est très important dans la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que c'est vraiment accessible à tous. La plupart des entreprises que j'accompagne, c'est des PME qui ont besoin d'outils simples d'utilisation. Donc voilà, il y a aussi des grands groupes qui font appel à nous et qui utilisent la méthode, mais voilà, c'est pas parce que vous êtes un petit groupe que vous pouvez pas mettre ça en place. Donc, pour introduire un peu le sujet, on peut commencer par l'économie circulaire. C'est une notion qu'on entend quand même assez régulièrement, mais donc l'économie circulaire, c'est vraiment de passer d'un système linéaire, donc on considère qu'on a des ressources infinies et on considère qu'on a une quantité de déchets illimité, en tout cas que ça n'a pas d'importance. Là, l'idée, c'est vraiment de boucler la boucle et d'essayer de réutiliser le plus possible les matières, etc., qui sont déjà dans notre système pour que ce soit le plus vertueux possible. Et donc vient avec la notion d'économie circulaire, la notion de développement durable, qui est en fait au croisement de trois catégories, le social, l'économie et puis l'environnement. Donc à la fois pour que ce soit équitable, viable et vivable. Donc en prenant vraiment en compte toutes les dimensions en même temps. Une première définition relativement simplifiée de l'éco-conception, mais ça peut se vouloir très simple aussi, c'est que à service rendu identique, le but d'un produit éco-conçu, c'est d'être source de moins d'impact sur l'environnement que d'autres produits qui sont similaires. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je dirais, rester sur la conception classique, en regardant la qualité, le coût, les performances, mais on va vraiment y ajouter une dimension environnementale. C'est-à-dire qu'on ne vient pas tout chambouler, mais on ajoute cette petite pastille pour essayer de se poser des questions un peu différemment. Grosse définition. Mais j'ai choisi celle-là parce que je trouve qu'elle reprend bien tous les aspects. Donc, je vous la lis, mais intégration systématique des aspects environnementaux, donc tout ce qui va être en interaction avec l'environnement, dès la conception et le développement de produits. On est bien sur du développement de produits, qui a pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs, on se veut quand même plutôt vertueux, tout au long de leur cycle de vie, et à service rendu équivalent ou supérieur. Et la dernière partie, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment une approche qui a pour but de trouver le meilleur équilibre entre les exigences environnementales, sociales, techniques et économiques dans la conception. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas tout chambouler, on ne peut pas se dire on veut que notre produit soit soit vraiment bénéfique pour l'environnement si c'est au détriment du coût, etc. Parce que sinon, votre business, il n'existe plus. Donc voilà, on prend vraiment en compte toutes ces dimensions-là. Donc nous, au CETIM, on a 3 outils qu'on utilise pour mettre en place l'éco-conception. Ce n'est pas les seuls qui existent, donc je vais vous montrer un petit peu ce que nous on fait, mais en fait après c'est des outils que vous pouvez décliner dans plein de formes différentes et puis que vous pouvez retrouver ailleurs si vous en avez besoin. Le premier, et celui qui est le plus important pour nous, c'est une méthodologie normée pour les produits de la mécanique. Donc son petit nom, c'est méthodologie de réduction des impacts environnementaux à la conception et au développement des produits. Donc NFEN 16524. Elle est passée en norme européenne il n'y a pas longtemps. On est à la source de cette méthodologie. L'idée, c'est qu'elle est très pratico-pratique. C'est une norme qui est
facilement lisible, dans le sens où voilà, elle ne va pas être compliquée, elle est pragmatique, et donc vous pouvez mettre le nez dedans sans avoir trop mal à la tête, normalement. Donc je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les étapes de cette méthodologie pour que vous voyez un petit peu voilà, comment on peut mettre ça en place. Ensuite, avec cette méthodologie, on a un deuxième document, en tout cas un deuxième outil qu'on utilise assez souvent. C'est un fascicule de données environnementales d'impact pour évaluer les produits. Puisque du coup, pour faire des évaluations environnementales, il nous faut des données sources. Et donc, on va aller les chercher dans ce fascicule de documentation qui commence à dater un peu, hein, il a une quinzaine d'années, mais donc il va être peut-être remis à jour. En tout cas, ce sont des données environnementales qui nous permettent de faire de l'éco-conception parce que ça nous permet de comparer un matériau avec un autre, un procédé avec un autre, etc., etc. Et ensuite, le troisième outil, ce n'est pas un outil qui est au CETIM, mais on l'a co-développé avec une entreprise qui s'appelle Altermaker. Donc c'est un logiciel qui s'appelle Eco Design Studio, EDS. Et en fait, cet outil-là, il permet de rassembler les deux. C'est-à-dire que dans l'outil, on a à la fois la méthodo et à la fois la base de données environnementale. Voilà. Donc, je vais commencer par les étapes de la méthodologie. Et puis, je m'arrêterai un peu en cours de route pour focaliser un petit peu plus sur la CV. Et après, je poursuivrai le reste de la méthodologie. Hop, pas trop vite. Donc, on a 6 étapes. La première étape, c'est l'analyse stratégique. L'objectif de l'analyse stratégique, c'est vraiment de comprendre pourquoi vous voulez faire de l'éco-conception, quels sont les enjeux derrière, est-ce que c'est votre direction qui vous pousse, est-ce que c'est vos clients, est-ce que c'est peut-être juste quelques personnes dans l'entreprise qui sont porteuses du projet, quels sont les moyens que vous avez pour mettre en place l'éco-conception, quelles sont les expériences que vous avez déjà eues là-dedans. Enfin, c'est vraiment un peu faire un bilan de tout ce que vous avez mis en place ou de tout ce que vous voulez mettre en place, pour être sûr que vous allez dans la bonne direction et qu'on va aborder le problème de la bonne façon. Donc, étape très importante. Ensuite, l'étape 1, c'est de connaître la situation actuelle. C'est-à-dire que là, vu qu'on est dans une démarche de reconception, on va d'abord partir d'un produit de référence. Donc là, l'exemple du jour, ça va être le grille-pain. On part d'un grille-pain version A et on va aller jusqu'à un grille-pain version B qui va être conçu. Donc pour faire ça, on va devoir évaluer le produit A pour voir quels sont ses impacts sur l'environnement. On peut, pour faire ça, utiliser de l'ACV ou de l'ACV simplifié, donc analyse de cycle de vie. Donc je vais vous détailler ça un petit peu après. Mais on peut aussi le faire à base de questionnaires, à base de méthodes d'innovation, enfin non pas forcément d'innovation, mais de méthodes de calcul qui sont encore plus simplifiées, etc. Parce que ça va dépendre le temps que vous avez aussi à passer, le nombre d'informations dont vous disposez, etc. Nous, on aime bien forcément utiliser la CV simplifiée parce que c'est quand même une méthode qui se veut scientifique et donc on se base sur des données d'impact qui existent, qui ont été calculées par des experts, etc., dans des bases de données. Voilà, on peut le faire avec, on peut le faire sans. On va de plus en plus le faire avec puisque de toute façon, il faut qu'on ait plus de matière pour un peu manipuler toutes les données. Donc là, je vais faire un zoom sur la CV et ses outils pour que vous compreniez un peu l'intérêt de la CV dans tout ça. La première notion à connaître, c'est que l'ACV, le but, c'est d'être une démarche multi-étapes. C'est-à-dire qu'on va regarder l'ensemble de cycle de vie du produit et pas seulement une étape très spécifique. En ce moment, on voit du greenwashing de partout parce que justement, les entreprises vont afficher que l'impact environnemental de la phase d'utilisation, etc. Mais ne vont pas du tout parler, par exemple, de l'extraction des matières premières que ça va générer, etc. Donc c'est toujours important d'avoir une vision très globale pour être sûr de prendre en compte vraiment toutes les phases du cycle de vie. Donc on commence par les matières premières, toute l'extraction des matériaux, ensuite la fabrication, ensuite tous les moyens de distribution, donc c'est situé là sur le cercle, mais en fait des transports, il y en a de partout tout le temps. Après la phase d'utilisation du produit en elle-même, et puis la fin de vie. Après j'ai mis 3 petits points parce qu'en fait pour boucler la boucle, il y a plusieurs options. Soit on réutilise les matériaux directement, soit on va le traiter, soit on va enfouir. Enfin, il y a plusieurs méthodes. Donc l'idée, c'est que là, c'est pas que ce soit flou, mais ça peut être divers et varié. Et pour que ce soit circulaire, l'idée, c'est bien sûr de ne pas extraire des matières, etc. Pour l'instant, c'est très compliqué, mais on peut en faire une petite partie. Donc j'ai parlé d'une méthode multi-étapes et c'est aussi une démarche multicritère. Alors multicritère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de regarder les impacts environnementaux, pas que sur l'indicateur CO2,
dont on entend parler vraiment tout le temps, mais sur d'autres indicateurs. Donc pour faire ça, on va avoir des flux et des impacts. Et c'est important de différencier les deux. Les flux, c'est vraiment tout ce qui va entrer dans votre système. Donc combien j'ai de kilos d'alu qui rentrent dans mon système, combien j'ai de consommables, combien je dépense d'énergie, etc., etc. Et ensuite, on va avoir les flux sortants, qui sont les émissions dans l'air, le sol, les déchets. Ça, ce n'est pas des choses qu'on va récolter directement, mais c'est des informations qu'on va obtenir avec les calculs qu'on peut faire. Enfin, si les déchets, on peut récolter la plupart du temps, même si on n'est pas toujours conscient de tous les déchets, mais voilà. Et après, donc on a ces flux entrants, ces flux sortants, et en fait les impacts environnementaux, donc je prends quand même les équivalents CO2 comme référence parce que tout le monde est quand même, connaît un petit peu ce terme-là. En fait, ça passe dans une moulinette, clairement, un logiciel où on va utiliser des bases de données, etc., pour calculer ces impacts environnementaux. Donc c'est vraiment la traduction des flux en fonction de divers critères, de diverses bases de données dont je vais vous parler un petit peu après. Donc comme je vous disais, on peut avoir le réchauffement climatique en équivalent CO2, mais on peut avoir aussi d'autres impacts comme l'épuisement des ressources, comme la destruction de la couche d'ozone, comme l'eutrophisation, enfin on peut entendre plein de termes un peu barbares, mais il y a plusieurs indicateurs qui existent et puis ils vont nous indiquer justement des choses différentes. En ce moment, on commence à parler un peu de la consommation en eau, donc ça pourrait être un indicateur aussi pertinent. Des indicateurs environnementaux, il va en exister plein. L'idée, c'est que quand vous faites une ACV, vous puissiez sélectionner ceux qui sont le plus parlants pour le produit en question, pour le produit qu'on va étudier. Et pourquoi on choisit ceux qui sont les plus pertinents? Parce qu'on veut que ce soit une démarche qui est complète et qui va nous permettre d'éviter les transferts d'impact. C'est-à-dire que soit on pourrait transférer les impacts d'une étape du cycle de vie vers une autre. Imaginons, on décide de vraiment réduire les équivalents CO2 de la phase d'utilisation, mais qu'en fait, en contrepartie, on augmente vraiment le reste. La première chose, c'est déjà d'en être conscient, et puis après, de voir si on peut essayer de niveler les choses ou de voir comment on veut choisir d'avoir des impacts aussi. Et de la même manière, c'est éviter les transferts d'une catégorie d'impact vers une autre. On diminue le changement climatique, l'impact sur le changement climatique en équivalent CO2, mais on va augmenter par exemple nos déchets dangereux. Ce n'est pas l'objectif non plus, mais c'est en tout cas déjà de savoir où on a des impacts pour voir sur quoi on veut mettre l'accent. Là, je vais aborder la partie des étapes d'une ACV. Ça, c'est plus pour que vous compreniez par quelles étapes il faut quand même passer pour arriver à le faire. Et c'est pour que vous ayez conscience aussi que c'est chronophage, mais que ce n'est pas impossible. Donc pour un peu essayer de rendre ça plus clair. La première étape, c'est de définir le champ de l'étude. Pourquoi? Ce qui est très important en tout cas, c'est définir le périmètre de l'étude. Parce que selon le périmètre qu'on va choisir, donc comme je vous disais tout à l'heure, si par exemple on regarde que la phase d'utilisation, on ne va pas du tout avoir les mêmes résultats que si on regarde tout le périmètre du produit. Donc en fait, selon les études qu'on veut faire, là par exemple, si on compare notre grille-pain version A à notre grille-pain version B, si on ne prend pas tout le périmètre en compte, un périmètre suffisamment large pour que ça ait du sens de faire de la comparaison, notre étude, elle ne sert un peu à rien. Donc c'est vraiment une base pour la CV et pour être sûr qu'on cadre ça correctement. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a déterminé le périmètre, donc là, mon grille-pain entier, avec ses câbles, avec tout ce que vous voulez, mais sans compter les tartines, par exemple, une fois qu'on a déterminé ça, on va faire l'inventaire du cycle de vie. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais avant, avec toutes les notions de flux entrant et de flux sortant. Donc là, j'ai mon grille-pain au milieu du système. Je vais comptabiliser. Donc, je vais chercher la nomenclature de mon produit. Donc, nous, on a des océans grille-pain pour peser les composants, etc. Mais vous, normalement, vous connaissez vos produits et vous avez ces valeurs-là dans toutes vos données. Souvent, elles ne sont pas toutes bien rangées, elles ne sont pas toutes de la bonne forme. Donc, en fait, la récolte de données, elle peut être fastidieuse, elle peut être assez longue, elle peut vous demander pas mal de travail. Mais une fois que vous l'avez, vous l'avez. Ça, c'est fait. Et puis après, vous partez vraiment sur des valeurs concrètes. Vous savez que votre carte électronique, elle pèse tant, qu'elle contient tant de trucs, qu'elle vient de tel endroit précisément, qu'elle fait un trajet en bateau, en avion, je ne sais quoi. Pareil, pour l'alu qu'il va y avoir dedans, vous savez d'où il vient, comment il a été mis en forme, etc. Donc voir un peu quels sont les procédés. On peut
On peut choisir d'aller beaucoup dans le détail, on peut choisir d'aller moins dans le détail aussi, et ça va dépendre du degré de... pas d'importance que vous voulez donner à l'étude, mais du degré de précision. C'est-à-dire qu'on peut prendre ça de manière assez macro au début, et après creuser petit à petit pour voir, ok, c'est ma carte électronique qui est la plus impactante, je veux savoir exactement quel composant, ou etc. Bon, généralement, on ne va pas aussi loin, mais ça pourrait être l'idée. Bon, je crois que je vous ai tout dit là-dessus. Donc on quantifie ça pour chaque étape du cycle de vie. On part vraiment sur tout le cycle de vie. Donc ok, il y a la nomenclature, mais après il y a la partie utilisation. Donc c'est-à-dire mon grille-pain, je fais un scénario d'utilisation, j'utilise combien de temps par jour, pendant combien d'années, à quelle puissance, etc. etc. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va passer par cette fameuse moulinette qui est souvent un logiciel d'ACV et qui vient utiliser des bases de données. Et c'est ça qui nous donne les différents impacts environnementaux. Ça, je vous détaille juste un peu après, parce que c'est des notions qui sont, mine de rien, importantes et déterminantes par rapport aux résultats qu'on va obtenir. Ce qui est très important de noter aussi, j'appuie quand même souvent beaucoup dessus, même pendant les accompagnements, c'est la partie interprétation. Donc, c'est-à-dire de valider les hypothèses qu'on fait, parce qu'en fait, des hypothèses, on va en faire, mine de rien, quand même pas mal. Souvent, on ne sait pas d'où elle vient exactement, la carte électronique, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, donc on va se dire, ok, ça c'est une carte électronique, dans ma base de données, j'ai un truc qui ressemble à peu près, hop, je sélectionne ça. Mais du coup, c'est très important de tracer toutes ces hypothèses et d'être conscient de tout ça, parce que ça va faire varier les résultats. Et donc, il faut vraiment pouvoir les avoir une liste de tout ça, et puis être capable de remettre le pied dedans après pour se dire, ah bah là, en fait, dans mon produit B, j'ai modélisé différemment, donc il faut que je change ma modélisation du produit A pour que ma comparaison elle soit pertinente. Donc voilà, l'interprétation, la validation des hypothèses, c'est primordial. Donc là, on reste toujours sur l'exemple du grille-pain. Ça, c'est un genre de graphe qu'on peut obtenir quand on fait une analyse environnementale. Donc là, c'est écrit tout petit, mais tout ce qui est bleu, c'est la phase de matière première, donc sur le cycle de vie, et tout ce qui est violet, c'est la phase d'utilisation. Donc là, c'est un exemple, c'est pas forcément représentatif de tous les grille-pains, mais ça peut donner une idée. Donc là, on voit que ce qui est le plus impactant sur l'ensemble des indicateurs d'impact, là, vous avez le changement climatique, là, vous avez l'épuisement des ressources, et puis il y en a d'autres. Sur l'ensemble des indicateurs d'impact, c'est quand même majoritairement la phase de matière première qui est la plus impactante, et en deuxième lieu, la phase d'utilisation. Donc, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, ok, ça peut être bien que je réduise ma consommation énergétique de mon grille-pain de base, mais je peux jouer en fait aussi pas mal sur les matières premières. Et donc c'est là qu'on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. Forcément, là, le grille-pain, il contient une carte électronique. Ça, on sait que ça contient des métaux rares, etc. Donc là, la majorité des impacts va venir de ça. Et donc après, du coup, on va se dire peut-être qu'en fait, il faut que je change de carte électronique ou que je vois un petit peu comment elle est fabriquée, que je creuse un peu plus la question. Ça peut être une des conclusions. Ce qui est important dans cette slide, c'est la partie en bas. Vous voyez, j'ai précisé que j'ai utilisé telle base de données, donc ça c'est le fascicule dont je vous parlais tout au début, et puis tel logiciel. C'est aussi le logiciel dont je vous parlais au début. En fait, il existe plusieurs bases de données et plusieurs logiciels. Et à chaque fois qu'on va choisir un des deux, ou en tout cas une combinaison des deux, on va avoir des incertitudes qui vont s'installer. Parce que quand on utilise des bases de données, les bases de données ont été construites de telle façon, et en fait on ne peut pas mélanger les bases de données entre elles. Donc ça veut dire qu'il faut déjà bien choisir sa base de données. Et ensuite, le logiciel aussi va avoir sa propre méthode de calcul. Et pareil, souvent on a un choix. En fait, on a une liste de méthodes de calcul qu'on peut utiliser. Donc vous voyez, ça fait encore une notion de choix. Et en fait, selon la combinaison qu'on va utiliser en bas, on va avoir des résultats qui peuvent être quand même relativement différents. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut appuyer. Il faut être conscient de ça pour arriver à faire les choix qui sont les plus pertinents, ou en tout cas faire des comparaisons correctes. Parce que si on utilise telle base de données ou tel logiciel pour calculer l'impact environnemental de notre grille-pain version A, il faut faire exactement la même chose pour la version B. Sinon, la comparaison, elle n'aura aucun sens. Et donc là, je rentre un petit peu plus dans le détail, mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, on va essayer de calculer, par exemple, les impacts environnementaux, enfin là, juste un impact environnemental d'1 kilo d'aluminium. Ce qui va se passer, c'est que j'ai mon kilo d'aluminium, je sais que c'est de l'alu, je suis content. C'est une partie de mon grille-pain, par exemple.
Et donc je vais aller chercher dans une base de données. Donc, vous voyez, là déjà, il y a une petite liste, mais il en existe plus que ça. Je vais aller chercher dans ma base de données une donnée qui me semble correspondre le mieux possible à mon matériau de base. Donc ça, déjà, ça nous laisse un choix quand même non négligeable. Dans la base de données, la base de données en elle-même va associer cette donnée-là à plusieurs éléments. Donc un peu d'alu, beaucoup d'alu, du brome, de l'iode, etc., etc. Donc déjà, selon les bases de données, ces chiffres ne vont pas forcément être les mêmes. Et ensuite, on va avoir des méthodes de calcul qui vont venir traduire ça en impacts environnementaux. Et donc, selon la méthode de calcul qu'on choisit, on ne va pas avoir les mêmes valeurs non plus. Donc forcément, la donnée concaténée au final, elle ne va pas être la même. Voilà, c'est important de bien les choisir et de bien être conscient desquels on veut choisir. Et la grosse accolade en bas, c'est pour montrer que les logiciels DV, généralement, ils contiennent tout ça. Donc c'est eux qui font la moulinette, mais après, bien sûr, c'est à nous de rentrer quand même toutes les valeurs au départ et puis de savoir analyser les résultats. Et selon les logiciels d'HCV qu'on choisit, ça va être plus ou moins facile de modéliser. Il y en a qui sont vraiment faits pour les experts parce que c'est un peu une horreur. Et puis il y en a d'autres qui sont simplifiés, mais du coup, qui dit simplifié veut dire aussi forcément plus d'incertitude au niveau des résultats. Donc ça dépend de où vous voulez placer le curseur. Hop. Là, j'ai mis une liste de bases de données parce qu'il en existe plein. Vous avez peut-être entendu parler de la base Impact, c'est la base de l'ADEME qui contient des données. Nous, c'est pas celle-là qu'on utilise en priorité parce qu'en fait, c'est pas celle-là qui contient le plus de matériaux qu'on va utiliser dans la mécanique. Donc du coup, nous, on est un petit peu pieds et poings liés quand on a un seul inox, mais qu'en fait, on voudrait aller un petit peu plus précisément. Mais ça dépend vraiment de votre type de produit. Les trois qui sont les plus connus, je dirais, c'est EcoInvent, tout en haut, EIME et Gabi. Donc Gabi et EcoInvent, ce sont des logiciels, mais qui contiennent des bases de données spécifiques. Donc après, ils ont chacun leur spécificité. EIME, c'est plus pour les produits électriques et électroniques. Gabi, ça va être plus souvent plébiscité pour l'automobile. Et puis EcoInvent, c'est assez tout venant, quoi. On peut faire pas mal de choses, mais voilà, donc ça dépend de votre secteur d'activité aussi. Et donc après, il y a aussi la liste des logiciels, donc ce dont je vous parlais. Donc on va avoir CIMAPRO, qui utilise la base de données EcoInvent. On va avoir donc EIME, Gabi, qui sont des logiciels. OpenLCA, qui est un logiciel gratuit, qui est compatible. Il y a plusieurs types de données, mais c'est pareil, on ne peut pas forcément aller très précisément, mais ça peut être quand même une première bonne approche. Donc voilà, il y a ça qui est disponible. Bon, là, je passe, mais c'est plus pour appuyer sur le fait qu'il y en a plein qui existent. Et donc, ce que je peux vous expliquer en plus, c'est donc savoir où se positionne le logiciel que nous, on utilise. Il se positionne plutôt dans la partie ACV simplifiée, parce qu'en fait, le but de ce logiciel, nous, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est de l'éco-conception. Donc, pour faire de l'éco-conception, on n'est pas obligé d'avoir une ACV complète, hyper poussée, forcément. Par contre, ce qu'on veut, c'est un premier bilan environnemental pour voir là où on doit appuyer pour réduire les impacts environnementaux du produit. Donc comme je disais tout à l'heure avec le grille-pain, je vois que c'est ma carte électronique, et je vais mettre déjà tous mes efforts là-dedans pour essayer d'en trouver une qui a moins d'impacts environnementaux, etc., etc. Mais je ne vais pas forcément me focaliser sur la petite vis qui est dans un coin parce qu'en fait, sur mon bilan, elle n'apparaît même pas. Donc même si je la change, que je la prends plus proche, je ne vais pas réduire significativement tous mes impacts. En tout cas, ce n'est pas là où j'aurai la plus grosse marge de manœuvre. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc avec ce logiciel, on peut vraiment faire la démarche d'éco-conception et puis après utiliser diverses bases de données pour faire de la CV simplifiée et avoir ces résultats-là. Donc maintenant que j'ai parlé de la partie un peu compliquée, je reviens sur du plus simple ou du plus pragmatique. Donc on était dans notre démarche d'éco-conception, on avait fait l'étape 0. L'étape 1, donc, c'est d'avoir ce premier bilan environnemental du grille-pain version A. Et donc une fois qu'on a ça, on sait que bon là voilà, mettons c'est la carte électronique, on veut agir principalement là-dessus et puis sur je sais pas la carcasse du grille-pain et puis sur quand même la consommation d'énergie parce qu'on a vu que c'était quand même ça apparaissait au niveau dans le bilan final. Donc maintenant qu'on sait ça, on va aller sur une étape
Ah bah si, il faut que je vous montre ça quand même. Donc ça, c'est le bilan environnemental qu'il y avait tout à l'heure. Et donc en fait, on peut aller voir ce qui se cache là derrière. Et là, donc c'est un peu petit, mais là, c'est les éléments de mon grille-pain. Et je vois qu'ici, ce qui a le plus d'impact, c'est donc le circuit imprimé de commande. Voilà. Et après, on peut faire d'autres types d'analyses. Ça ne sert à rien que je rentre trop dans le détail, mais... voilà, c'est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on imagine et on priorise les améliorations possibles. Donc dans la norme que je vous ai présentée tout à l'heure, on va avoir une liste de pistes d'action qui peuvent déjà vous donner des idées. En tout cas, vous permettre de vous poser des questions un peu différentes et de vous dire, en fait, je peux utiliser peut-être des aciers plutôt de ce type plutôt qu'un autre parce qu'en fait, au niveau des contraintes mécaniques, c'est pareil, mais l'impact environnemental est moindre, par exemple. Enfin voilà. Disons qu'il y a une liste de bonnes idées. Et puis après, on fait comme on veut pour faire de l'innovation, mais nous, on fait des brainstorming, des choses comme ça, pour essayer de pousser les équipes à sortir de nouvelles idées en prenant le problème un peu dans une direction différente. Et c'est toujours assez surprenant. En fait, dans toutes les entreprises que j'accompagne, je suis toujours surprise de à quel point ils peuvent avoir des idées, même sur des produits très simples. Mais en fait, il y a de la marge de manœuvre. Et, je sais pas, soit ça libère les idées, soit des fois ça peut les contraindre, mais justement poser un cadre, ça permet de sortir des fois du cadre. Donc ça, enfin voilà, c'est toujours assez surprenant, même si on pense qu'au final on ne pourra rien faire de mieux. Plus on veut remettre des choses en question, plus on arrive à avancer là-dessus. Et donc une fois qu'on a imaginé ces pistes d'action, on va essayer aussi de les prioriser. Donc les prioriser, ça veut dire prendre en compte la partie technique, la partie environnementale, la partie économique et la partie stratégique. C'est-à-dire que si dans la liste d'idées, vous avez une super idée, bon là j'en ai pas, mais vous avez une super idée mais que vous vous rendez compte que d'un point de vue stratégique, ça va à l'encontre quand même de la direction que l'entreprise elle veut donner au produit, du coup vous n'allez pas pouvoir la mettre en place. Ou alors que économiquement c'est pas viable, vous n'allez pas la mettre en place non plus. Donc l'idée c'est de prioriser les actions pour vraiment mettre le moins d'efforts possible pour avoir le plus de gains possible. Voilà. Et ensuite, là je passe assez vite, on définit des indicateurs pour mesurer ces améliorations. Donc là, basiquement, on se dit, imaginons la piste d'action, c'est de réduire la masse de ma carte électronique. Et l'indicateur, ça va être le suivi de la masse de ma carte électronique. Je sais qu'on part de, 500 grammes, et puis je veux la réduire de 10% ou de 20%, etc. Ça donne des objectifs, ça permet de mobiliser un peu les équipes et puis de rendre vraiment du concret pour ça. D'autant plus qu'après ces indicateurs, c'est ce dont on va se servir pour communiquer sur ce qu'on a fait. Parce que souvent, l'objectif aussi, c'est de pouvoir communiquer aux clients qu'on a mis en place une démarche d'éco-conception, qu'on a tel gain ou autre. Donc là, on pourra dire, oui, on a réduit la masse de notre carte électronique de tant de pourcents. C'est concret, vous pouvez communiquer dessus, ça ne pose pas particulièrement de problème. Et donc, il y a une étape entre les deux, entre la 3 et la 4 quand même, que moi je ne gère pas, ou peu, mais c'est la reconception. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous avez toutes les bonnes idées, faut travailler pour obtenir une nouvelle nomenclature avec un nouveau produit, et ça, ça peut être très rapide comme ça peut être très long. Donc ça dépend des forces vives dans l'entreprise. Et une fois qu'on a cette nouvelle nomenclature, donc le grille-pain B, on va refaire le processus pour mesurer encore une fois les impacts environnementaux, avec le même type d'hypothèse, le même logiciel, la même base de données, etc. Enfin, la dernière étape, c'est de capitaliser, de valoriser les travaux qu'on a accomplis. Et en fait, on va obtenir des graphes de ce type-là. Donc à chaque fois, la barre qui est à gauche, c'est le produit de référence. Et puis après, c'est le produit reconçu. Bon, là, c'est pour l'exemple, mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une diminution globale sur tous les indicateurs d'impact. Donc on voit que notre conception, elle n'est quand même pas complètement dénuée de sens. Et en tout cas, d'un point de vue environnemental, c'est pertinent. Et ça peut vous servir de base pour votre communication environnementale. Donc pour la méthodologie, je vous ai à peu près tout dit, en accéléré, mais c'est ça. Et là, je peux vous présenter juste quelques exemples industriels de produits qu'on a aidé à reconcevoir. Ça, c'est une borne vidéo mobile. Donc eux, ils ont quand même fait de grosses réductions. Vous voyez, ils sont passés de 26 kg de base à un produit de 7 kg. Donc forcément, quand il y a une réduction de masse, il y a une réduction des matières premières qu'on va prélever. Et puis après, voilà, ils communiquent sur la réduction du nombre de composants, moins 70% de nombre de composants, réduction de 60% de la masse du produit et de l'emballage, taux de recyclabilité du produit augmenté.
Enfin voilà, c'est toutes des notions sur lesquelles on peut communiquer à la fin et voilà, qui peuvent être intéressantes. De la même manière, là c'était pour une vanne, bon, je vous passe les exemples très rapidement, mais voilà, jusqu'à moins 60% de réduction d'impact environnemental, moins 40% sur le coût de revient, etc. Et il y a celui-là qui est assez intéressant parce qu'ils ont concaténé tous les gains, mais ils les ont classés, c'est-à-dire qu'on a à la fois des gains environnementaux, réduction de la consommation d'énergie en fonctionnement, réduction du volume d'huile qui est contenu dans la pompe, mais aussi des gains économiques. Eux, ça leur a simplifié le montage, donc du coup, ils ont fait des gains là-dessus aussi. Et puis des gains pour le client. Par exemple, ils ont quand même su améliorer les performances du produit en augmentant le niveau de vide. Et puis, bien sûr, la consommation d'énergie, ça arrange tout le monde. Et puis, réduire aussi, par exemple, le niveau de bruit. Bon, c'est des à côté, mais en fait, c'est intéressant quand on fait le projet global de voir aussi ces aspects-là. Et donc, pour conclure sur tout ça, le mot qui est intéressant, enfin en tout cas ce que j'aime bien dire, c'est que l'éco-conception, le but c'est vraiment de mettre de la conscience sur déjà vos impacts environnementaux pour après être capable de les modifier ou de choisir d'agir à tel ou tel endroit. Donc pour mettre en place cette démarche, ce qu'il vous faut déjà c'est une équipe projet, motivée ou non, mais la plupart du temps on arrive quand même à motiver les gens parce que c'est des choses qui les intéressent. Un plan d'action, donc là on a cette méthodologie, mais en fait elle est relativement simple, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment adapter à ce que vous faites actuellement et puis apporter des petites touches par-ci par-là. Des moyens de mesure ou de comparaison de l'impact environnemental produit, donc comme je vous disais, soit il y a la CV, mais on peut aussi utiliser des questionnaires ou autres, si vous découvrez des méthodes révolutionnaires, ça peut toujours être bien. Et puis au final, passer à l'action, parce qu'en effet, des fois, on s'interroge beaucoup, on se dit ça va être compliqué, et puis on met un pied dedans et on arrive à mettre des petites actions en place, mais c'est pas tout de vouloir faire des grands bonds. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de mettre un pied dedans, de voir qu'on peut faire des petites choses, et puis surtout que ça devienne vraiment systématique dans votre entreprise. C'est-à-dire, dès qu'il y a une nouvelle démarche de développement de produits, hop, on ajoute ces différentes options, et puis ces techniques de réflexion, et puis petit à petit, ça devient tout à fait normal. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, je crois que c'est le moment. Si j'ai pas trop dépassé dans le temps. Tout à fait. Non, parfait. Merci beaucoup pour votre conférence et votre présentation sur un thème finalement assez original, peut-être pas trop connu non plus des entreprises. Qu'est-ce que vous voyez par rapport aux entreprises, notamment de la mécanique, des adhérents du CETIM que j'imagine, vous sollicitez dans cette démarche-là? Est-ce qu'il y a encore des freins psychologiques et quels sont ces freins? Il y a des freins. Il y a des freins souvent parce que les entreprises, ou en tout cas certaines personnes, vont être effrayées par déjà la complexité de la démarche, parce qu'on voit quand même qu'il faut y mettre de la bonne volonté. Mais en fait, souvent, la question principale, c'est OK, on veut faire de l'éco-conception de côté environnemental, mais il faut penser aussi au côté économique parce que sinon, c'est pas viable. Donc là, moi, je cesse sans cesse de les rassurer parce que c'est un critère qu'on prend en compte et heureusement, parce que sinon, ce serait pas viable. Le retour sur investissement, évidemment. Voilà, le fameux ROI qui drive un peu les décisions. Justement, en combien de temps peut-on arriver à une démarche, notamment sur l'exemple des pompes précédemment citées? Ça peut varier entre... 6 mois, faut avoir les nomenclatures déjà prêtes. Et puis la reconception aussi déjà bien imaginée, mais ça peut varier entre 6 mois et des fois c'est aller jusqu'à 2 ans parce que pendant la reconception c'était long, etc. Mais ça n'empêche pas d'aller au bout quand même. Mais voilà, ça peut être long. Donc ne pas se décourager par rapport à ça, les avantages sont nombreux, effectivement. Est-ce que vous avez des questions particulières, peut-être au niveau de la méthode ou de la mise en œuvre de cette méthode? Non. De toute façon, après, vous pourrez évidemment échanger à la fin de la conférence, bien sûr, avec Séverine. Et écoutez, j'ai pas de... Ah oui. Alors, pour aller simplement dans le sens de Séverine, puisqu'on parlait de freins, je voulais simplement vous indiquer qu'à l'heure actuelle, on a un appel à projet qui est ouvert sur le bassin grenoblois et au niveau Isère. Non, essentiellement, excusez-moi, sur le bassin grenoblois, donc qui concerne les territoires du Grésivaudan, du Voironnais, bassin de Grenoble-Alpes Métropole, et ainsi que le sud isérois. C'est un appel à projet qui permet aux entreprises de pouvoir bénéficier d'un accompagnement
d'une prestation extérieure, donc qui pourrait être effectivement sur des problématiques liées à la CV et une intervention, pourquoi pas du CETIM, si le sujet vous intéresse, puisqu'on prend en compte 80% d'une prestation extérieure avec un plafonnement à 10 000 euros. Donc c'est un appel à projet qui est ouvert là, à l'heure actuelle jusqu'au 15 janvier. Et donc vous pouvez retrouver les différentes informations si cela vous intéresse. Donc soit vous pouvez venir me voir et je peux vous donner quelques informations complémentaires, soit vous pouvez retrouver des informations sur le site du CETIM. Non, excuse-moi. Oui, aussi. Mais ça pourrait. Mais de CIM. Donc en tapant www.sim-hubhub.com. Voilà, donc c'était simplement une précision parce que effectivement, ce sont pour moi de nouvelles méthodologies. Ça peut rajouter, on peut croire de la complexité, mais on voit quand même les gains qui peuvent être faits derrière. C'est-à-dire que c'est un peu comme le design. Je dirais, on amène une nouvelle façon de penser aussi, et on voit derrière qu'on arrive à des projets d'innovation. Donc effectivement, si vous souhaitez être accompagné sur ces démarches-là, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous accompagner sur ces sujets-là. Voilà, merci.